Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous propose une lecture commentée de l'article qui s'appelle « Assis dans le dernier canot percé » qui fait suite en fait à un autre article, lui-même s'appelant « Les maîtres de la pluie et le canot percé ». Pourquoi cette obsession du canot percé, me direz-vous? Pourquoi? Parce que c'est en fait d'une image que j'ai trouvée moi très parlante, c'est l'image des choses auxquelles on s'accroche. On saute de l'une à l'autre en fait. Aucune de ces tranches de vie ne mène bien loin. C'est en ça que ces choses auxquelles on s'accroche sont comparées à des canaux de sauvetage. Voilà. Des canaux de sauvetage qui, lorsqu'on y saute, sont en fait déjà percés. Quand bien même le trou par lequel l'air s'échappe est minime, il n'en est pas moins présent et au bout d'un moment, on sera confronté au fait que le canot est quasiment inutilisable, qu'il prend l'eau de tous les côtés et qu'il nous faut trouver autre chose. C'est-à-dire sauter dans un autre canot qui lui-même est également percé, qui lui-même finira également à prendre l'eau et duquel il faudra encore une fois sauter vers un troisième canot percé et ainsi de suite. D'où le titre de l'article en fait, assis dans le dernier canot percé. Le canot percé, c'est quoi? Ce sont les choses auxquelles on s'attache d'un point de vue de la survie, ce qui fait que on se détermine une identité par rapport à ces éléments-là. C'est très présent par exemple à la période de l'adolescence, où l'adolescent cherche par tous les moyens à se trouver un kit identitaire. Voilà, ça peut être en s'associant à telle ou telle bande de personnes, ça peut être en adoptant tel ou tel style vestimentaire, tel ou tel style musical. Il s'agit en fait juste de patchs d'éléments qui l'agglomèrent et auxquels il s'accroche et au travers desquels il a le sentiment d'exister. Voilà. Ils deviennent ainsi son identité. Mais ces éléments, ces kits identitaires qui sont flagrants dans le cas d'adolescents et qui sont peut-être un peu plus subtils, mais le mécanisme est exactement le même dans le cas des personnes adultes actives, ou pas, que nous sommes, ou pas. Donc ça commence par une mise en contexte, l'explication que je viens de faire là vite fait, du canot de sauvetage. Ainsi, nous naissons sur un paquebot qui coule et sautons sur un canot gonflable. Enthousiasmés par la perspective d'être sauvés, nous ne nous apercevons pas qu'il est percé. L'angoisse croît, plus ou moins erratiquement, jusqu'à ce que nous percevions un autre canot qui croise notre route et sautons dessus. Nous y investissons toute notre foi et toute notre force d'identification. Rassurés, le temps de nous apercevoir qu'il est également défectueux. Puis un autre canot passe, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, jusqu'à ce que nous nous asseyions, sachant qu'il est de toute façon troué. Quoi qu'il en soit, la noyade adviendra. Alors autant arrêter de sauter de canot en canot. Quelques exemples qui me passent en tête sont la perspective professionnelle à laquelle je m'attelle, et vers laquelle je m'oriente et qui, lorsqu'elle advient, est censée amener avec elle l'ensemble des éléments d'épanouissement. Et il s'avère qu'en fait, si j'obtiens cette promotion et que je déroule mon parcours professionnel, l'épanouissement n'est pas au bout du chemin, non pas parce que cette promotion est en soi incomplète, mais parce que la dynamique qui me pousse à déjà rechercher autre chose s'est réactivée. Il faut que, au travers de cette nouvelle chose, je me sente exister, je me sente justifié. Qu'est-ce qui est la chose en moi qui pousse toujours à sauter d'éléments identitaires en éléments identitaires? Ça peut également être la forme familiale, la femme, les enfants, le mari, les enfants, les chiens, la maison. Une décennie à l'obtenir, à peine ces éléments se mettent en place, on cherche déjà autre chose, une réorientation du schéma de vie ou au contraire quitter l'ensemble de ce schéma de vie qui en soi peut aussi être un canot percé. La spiritualité, la quête spirituelle, qui j'imagine nous anime tous ici à des degrés divers, et aussi en soi un canot percé. Voilà. On a fait le tour du christianisme, du moins on le pense. On a sauté sur un autre radeau, le radeau du bouddhisme, tout aussi percé. C'est pas grave dans le canot du bouddhisme percé. Alors que
Alors que l'eau de mer commence à monter, on aperçoit déjà le canot du zen. C'est merveilleux le zen, ça nous permet de changer de canot sans changer de canot. On reste bouddhiste, mais zen. Pourquoi pas? Le temps de faire un tour. Le temps de faire un tour. Bon, professionnel, familial, même spirituel, je pense qu'il n'y a aucun des domaines qui en est exempt. D'ailleurs, c'est pas tellement déterminé par les domaines en soi, mais comme on y a fait référence il y a quelques minutes, c'est déterminé surtout par l'attitude. L'attitude, la chose qui pousse en nous et qui fait que on cherche à sauter. Reprenons l'exemple de la quête spirituelle, quand bien même on aurait trouvé. Imaginons qu'il existe une spiritualité parfaite, un épanouissement total, un petit pré religieux dans lequel nous pouvons paître avec l'assurance de l'abondance de l'herbe à vie, c'est-à-dire un radeau pas troué. Quand bien même, tant qu'on n'aura pas déraciné, tant qu'on n'aura pas observé en nous la chose qui nous pousse, qui nous a toujours poussé à sauter de l'un à l'autre, on s'en échapperait. Vivre comme on saute de canot percé en canot percé crée l'angoisse existentielle. D'ailleurs, la dynamique qu'on évoque avec les canaux est exactement la même que la dynamique de l'angoisse. C'est le support de l'angoisse, n'importe pas. C'est le cœur de l'angoisse qui nous pousse à sauter de support en support. On peut avoir cette angoisse parce que les enfants ne rentrent pas, se demander où ils sont, où ils ont été, pourquoi ils ne rentrent pas, pourquoi ils ne préviennent pas, après tout ce qu'on a dit, après toutes les mises en garde qu'on a faites. Et les voilà qui franchissent la porte. Est-ce que notre angoisse s'est calmée profondément? Non. On change de support. On change de support. Déjà, la journée du lendemain apporte son lot d'appréhension. Une fois qu'on a suffisamment sauté pour comprendre qu'un canot non percé est quelque chose qui n'existe pas, qu'aucun des rafiaux passant devant nous ne pourra jamais nous assurer une flottaison pérenne, profitons-en pour voir ce qui en nous pousse à chercher le support nouveau. Cet instinct de préservation est frustré par l'océan, par les vagues, par les tempêtes, par les déjections de goélands aussi. C'est ça, je pense qu'il s'agit bien d'un instinct. Ceux qui en nous poussent, ceux qui en nous cherchent à sauter, cette fébrilité identitaire qui nous fait passer d'un rêve à un autre, d'une aspiration à une autre, est quelque chose qui n'est pas mauvais en soi, ou qui du moins, il ne faut pas le voir comme quelque chose de mauvais en soi. C'est de l'ordre de l'instinct de préservation. À la question sur quoi donc pouvons-nous prendre pied? Quelle est l'embarcation qui ne coule pas? Je pense qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a de réponse que le silence. Le silence de celui qui constate qu'une telle embarcation n'existe simplement pas. Mais bon, puisqu'on est là, on va en parler un peu quand même. L'aspiration à flotter toujours est une aspiration et en cela, il faut la respecter. Derrière cette volonté à objet, c'est-à-dire l'objet de notre volonté, c'est de chercher un support de flottaison, on cherche un canot, il se cache derrière tout cela une aspiration autre, une aspiration sans objet. C'est-à-dire qu'il y a un instinct qui est plus profond que l'instinct de préservation. Cet instinct de préservation en est en fait l'expression maladroite, urgente. Quel est celui qui cherche en permanence à trouver un petit bateau avec une telle fièvre qu'il est capable de se convaincre lui-même que le trou d'air sifflant n'en est pas un, ou que la branche manquante ne fera pas rentrer l'eau, ou que la planche manquante ne fera pas rentrer l'eau dans l'embarcation? C'est là qu'il y a quelque chose de douloureux, je pense, c'est quand on commence, une fois après s'être accroché à un support quel qu'il soit, quand on commence à réaliser, parce que nous ne sommes pas stupides,
que de toute façon ça mènera nulle part, en soi c'est pas grave. Et c'est pas si douloureux. Ça devient douloureux quand on fait semblant de ne pas le voir. À peine quelques jours passés, une fois la promotion rêvée acquise, déjà les travers de la fonction qu'on occupe commencent à percer, et pourtant on les voit. Et pourtant on les voit. Alors on redouble d'esprit positif, mais rien n'y fait, ça, à part accroître ce décalage de souffrance entre ce qu'intimement on perçoit et ce qu'on aimerait être. À cette question, il n'y a pas de réponse que les mots puissent encercler. Les mots esquissent des traits, des cercles comme des brindilles qu'on jetterait sur la terre. Lorsqu'ils entourent un bout de réponse, ils se vident de leur sens et meurent avec le vent qui souffle. C'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, là. On met des mots, on jette des brindilles, je jette des sons dans l'air. J'essaie de mettre en prison une réalité qui n'est pas capturable par les sons que j'émets. D'autres mots brindilles se posent et s'envolent, sans laisser de réponse. La réponse n'est pas de l'ordre des mots. Je pense que les mots appartiennent à la caisse à outils du petit bonhomme qui saute de canot en canot. Mais ces outils n'ont jamais bouché les trous. Jamais. Pourtant, c'est tout ce qu'il a. C'est tout ce qu'on a dans la sacoche, des mots, des mots, des mots, des mots. Alors on les jette. On les jette, on les jette, et on espère que ça finira par boucher les trous, correspondre à une réalité, mais il n'en est jamais rien. Et si on ne peut pas jeter des mots, on essaie d'attraper les mots que les autres jettent. C'est en ça que l'assise est une réponse. Et l'assise remplie de mots présente peu d'intérêt. En tout cas, dans cette démarche, si ce n'est d'intérêt de prise de contact, d'introduction, il faut bien commencer quelque part. Et pourquoi ne pas commencer par les mots? Mais il faut souhaiter qu'assez rapidement la caisse à outils de mots censée boucher le trou du canot se déverse dans l'eau ou soit emportée par une vague un peu trop grosse. Être tout seul, face au vide, face à l'océan, sans mots, voilà une expérience. Quel est celui qui saute dans le canot? Celui-là est précisément celui qui fait l'expérience de l'angoisse existentielle, qui en subit les assauts, qui souffre des conséquences concrètes, psychologiques et physiques. L'angoisse existentielle, aussi douloureuse soit-elle, et elle l'est, est un phénomène de surface. Elle semble nous emplir totalement, mais elle ne relève pourtant que de l'écho maladroit. Cela peut sembler totalement contradictoire avec la matérialité, la réalité de la souffrance qui en résulte. Et j'entends d'ici les insurgés. Comment cette angoisse qui me tient éveillé toutes les nuits, cette déchirante expérience qui me cisaille toute la journée, cette impression criante de passer à côté de ma vie, un phénomène superficiel? Oui, l'angoisse est du trifouillis dans le bac à sable. Soyons précis. C'est l'impression de ne pas pouvoir en sortir, d'en être le prisonnier, d'être défini par cette angoisse, qui est un phénomène superficiel. Il ne s'agit à aucun moment de nier la souffrance créée par cette angoisse, mais de transcender le caractère existentiel qui pourrait laisser penser qu'il s'agit d'une douleur inéluctable et qui nous ferait dire « Tant que j'existe, je suis sujet à cette souffrance existentielle ».
Plutôt que souffrance existentielle, il pourrait peut-être convenir de parler de souffrance identitaire. L'existence n'est pas du domaine de l'angoisse. C'est l'angoisse qui voile l'existence. L'angoisse existentielle est l'angoisse de l'existence du jeu. Mais l'existence va au-delà du jeu. Ce qu'on disait tout à l'heure, les mots qu'on envoie là aujourd'hui, les mots qu'on reçoit dans les livres, dans les conseils avisés des amis bien pensants, les mots des anciens, les mots des parents, tous ces mots relèvent de la sphère du jeu. Et donc les mots contribuent, par leur accumulation, leur sédimentation, à accroître, à consolider cette angoisse, parce qu'ils relèvent du jeu. L'existence va au-delà du jeu, et donc va au-delà des mots, et donc les mots ne peuvent la saisir. En théorie, c'est vraiment le moment où je vous invite à vous asseoir et à voir. De manière déchirante, de manière progressive, de manière que de toute façon, on ne contrôle pas. En revanche, je vous invite à voir. Il faut reconnaître que tant que je existe, je est sujet à l'angoisse. Inextricablement, l'expérience du jeu est une expérience d'impermanence. Je est assez intelligent pour voir que je ne dure pas, même s'il passe sa vie à faire semblant qu'il en va autrement. Je passe ma vie à faire semblant que je vais durer, au-delà des paquebots qui échouent, au-delà des canaux qui se dégonflent, au-delà de toutes les choses auxquelles je me suis vu m'accrocher successivement, peut-être même par centaines de fois. Je serai encore là pour sauter. Alors puisqu'il n'est pas si bête que ça, puisque finalement c'est cette conscience, cette faculté que j'ai de saisir ma finitude qui me pousse à redoubler d'agitation, à redoubler de faux semblants. Je panique et je souffre. À aucun moment il ne s'agit de détruire ce jeu. Ce serait d'ailleurs une entreprise inutile, puisqu'elle ne pourrait être initiée qu'à partir d'une démarche d'angoisse, de désespoir. Et l'angoisse n'annihile pas l'angoisse. Elle propose juste des canaux troués sur lesquels on peut sauter, c'est tout. Voilà, ça fait référence à ce qu'on lit partout: détruisez votre ego, annihilez l'ego, il ne faut plus d'ego. C'est pas tellement la question de savoir s'il faut de l'ego, il ne faut pas l'ego, il ne faut pas d'ego. C'est ce positionnement que j'ai de me dire qu'il n'en faut plus est lui-même une expression de l'ego. Si je peux voir l'ego, si je peux voir ce jeu qui s'agite dans toute sa tristesse, quand bien même il continuerait à sauter désespérément de canot en canot, sans y être du tout, ou le moins possible, ou le moins souvent possible, identifié. Je ne détruis pas l'ego. Je ne détruis pas le jeu, en revanche, je détruis l'emprise du jeu. Et je réduis considérablement son terrain d'expression. Car l'angoisse existentielle, l'angoisse identitaire,
le débride totalement. Il envahit tout le terrain. Mais il n'a pas vocation à envahir tout le terrain. Si en agrandissant l'espace d'observation, je réalise qu'en fait le terrain que je pensais être totalement occupé par ce jeu n'est que une petite cour de rien du tout, une petite cour arrière dans un immeuble, à ce moment-là, je peux très bien le laisser jouer dans sa cour. Il n'étouffe plus. Déverrouiller celui qui saute, lui fournir l'air qui lui échappe, l'apprivoiser, lui montrer que l'océan n'est pas un ennemi. Ce faisant, nous cessons d'alimenter son besoin de s'exprimer. Il restera calmement là, à flotter au gré de ce qui se présente comme un enfant, qui sait que dans 3 dodos, c'est des vacances. Vouloir détruire l'ego a d'autres effets que de le renforcer en créant la panique. Il aura appris qu'il n'est pas de bons conseils et se laissera informer par plus expérimenté, plus calme, plus sage que lui. D'où vient la sagesse qui enseigne le jeu? Quel intérêt y a-t-il à répondre à cette question? Cela équivaudrait à retomber dans la quête de maîtrise, à mettre la main, finalement, sur le premier canot qui passe. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Et je vous rappelle en fait que vous pouvez trouver l'ensemble des articles, donc celui qu'on vient de lire, le précédent, pour lequel il y a un lien en bas de cet article-là, l'ensemble des articles du blog. Vous pouvez également lire tous ces articles en version papier sur The Book Edition, je mets un lien aussi, et puis me contacter par email pour toute question, tout commentaire, toute suggestion, toute demande de rencontre, toute inscription à une session de pratique. Voilà. N'hésitez pas, je vous souhaite à tous une excellente journée.